Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je coordonne la commission écologie de l'Association végétarienne de France. Comme on est le pendant donc, de la commission nutrition santé, notre rôle c'est de construire le discours de l'AVF sur le thème de l'écologie. On estime que la question écologique aujourd'hui devient l'une des grandes priorités au niveau individuel et politique, et que parmi toutes les bonnes raisons de réduire drastiquement la consommation de produits animaux, eh bien, l'écologie peut fournir un vecteur très important justement pour aller dans ce sens. Donc on est une petite dizaine d'experts bénévoles qui travaillons à une veille scientifique, à la rédaction d'articles que vous trouverez notamment dans la revue Virage, des fiches thématiques, etc. On est ouvert, petit appel, on est ouvert à toute expertise, toute personne qui a un minimum de connaissances ou d'intérêt sur ces sujets. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter. Alors, je vais commencer par vous présenter, faire un panorama de l'impact de l'élevage sur l'environnement, l'ampleur de pourquoi est-ce que l'élevage a un tel impact en termes de crise écologique. Pourquoi est-ce que réduire la consommation de produits animaux est un levier si important pour résoudre cette crise écologique. Et puis Elodie vous parlera plus précisément des leviers à disposition, y compris au niveau politique, pour vraiment avancer. Aujourd'hui, il existe un consensus scientifique évident sur la nécessité de réduire notre consommation de viande. Donc comment aller plus loin et comment enfin agir dans ce sens. Alors, l'élevage source de multiples dégradations environnementales. Si on part de l'alimentation déjà, selon les études, l'alimentation est responsable de 20 à 30% de l'ensemble des impacts écologiques liés à la consommation. À la différence d'autres postes de consommation comme les transports ou l'habitat, c'est-à-dire la consommation d'énergie, l'alimentation a cette particularité d'avoir un impact sur l'ensemble des problématiques écologiques et pas simplement sur la consommation d'énergie, le changement climatique, comme c'est beaucoup le cas pour le transport et pour l'énergie. Donc ça veut dire qu'agir sur le levier alimentaire, c'est agir sur l'ensemble des problématiques écologiques, au-delà, y compris, mais au-delà du changement climatique, dont on parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, donc pour produire nos aliments, on a besoin de deux ressources principales qui sont la terre et l'eau. L'agriculture est le plus gros consommateur de terre et d'eau dans le monde. Un tiers de la surface terrestre est occupée par l'agriculture, que ce soit la production végétale ou animale. Et 70 à 80% de l'eau utilisée par les activités humaines est utilisée par l'agriculture, à travers l'irrigation. L'agriculture a aussi besoin d'énergie pour faire fonctionner les machines, pour transporter les denrées, etc. Donc vraiment, on voit que toutes les thématiques environnementales sont concernées par l'alimentation. Et dans ce post-alimentation, eh bien, la viande a de loin le plus lourd impact écologique, suivi des produits laitiers. Pourquoi ? D'abord, ça s'explique par l'ampleur des cheptels, la masse des animaux qui sont utilisés chaque année et qu'il faut donc nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut entretenir, et tout ça, ça consomme des ressources. Donc il y a plusieurs dizaines de milliards dans le monde d'animaux terrestres qu'il faut entretenir et nourrir. Voilà, on penserait que la planète est peuplée en termes de mammifères, est peuplée de girafes, d'éléphants, etc. Mais en fait, si on regarde la masse, une étude a pris la masse de l'ensemble des mammifères sur la planète, et en fait, les animaux sauvages ne représentent que 4% de cette masse des mammifères, et le bétail 60%. Les êtres humains 36%. Donc on assiste à une véritable colonisation des ressources planétaires par les humains et leur production animale. Et donc une grande partie des ressources de la planète est mobilisée pour ces animaux, y compris au détriment des espèces sauvages. Si on fait un focus sur les oiseaux, eh bien là c'est 70% de la masse des oiseaux sur la planète qui est représentée par la volaille, les animaux, les poulets en l'occurrence.
Les poulets constituent aujourd'hui la grande majorité des animaux d'élevage. Et il y a certains scientifiques, donc vous avez sûrement entendu parler de l'anthropocène, qui est cette nouvelle ère écologique qui est dominée par l'impact des activités humaines, y compris sur les aspects géologiques de la planète. Et bien certains scientifiques estiment que les ossuaires, l'entassement des os des poulets aujourd'hui vont se fossiliser, vont bientôt constituer l'un des marqueurs importants de l'anthropocène. En plus, la production de poulets est particulièrement concentrée dans le monde et particulièrement polluant en termes de production de déjection et également de consommation d'eau et de prolifération de pathogènes. Voilà, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui de nouvelles maladies comme les grippes aviaires proviennent de ce type d'élevage. Donc la mobilisation d'une large partie des ressources par l'élevage est donc due, je vous l'ai dit, à l'ampleur, au nombre d'animaux tout simplement qu'il existe et qu'il faut nourrir et entretenir. Mais c'est aussi dû, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question d'inefficacité de ce système de production, qui est la production de produits animaux. Si on regarde, on commence par regarder les surfaces nécessaires à l'alimentation française. On voit que la viande, suivie des produits laitiers, sont les aliments les plus consommateurs de surface terrestre. L'élevage aujourd'hui utilise 75% de l'espace agricole du monde à travers le pâturage, donc les prairies qui sont dédiées aux ruminants, et à travers, deuxièmement, la production d'aliments qui vont être donnés aux animaux d'élevage, donc en particulier dans les élevages plus intensifs. Donc 75% de l'espace agricole pour fournir seulement 18% de nos calories et 37% de nos protéines. Donc on voit que l'élevage est un gros consommateur de ressources pour une production qui est finalement pas à la hauteur de cette consommation de ressources. En plus, c'est une consommation qui se fait de manière de plus en plus intensive. Le surpâturage devient un gros problème. 70% du pâturage dans les milieux arides connaissent une forte dégradation des sols à cause donc de l'utilisation intensive de ces prairies pour le pâturage. Et puis dans un contexte de pénurie de terre aujourd'hui dans le monde, de plus en plus de ces espaces qui sont nécessaires à la production alimentaire, et en particulier à la production animale, cette mobilisation elle se fait en grande partie par la conversion des forêts, qui provoque donc de la déforestation. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la disparition de la forêt amazonienne est faite pour faire de la place aux animaux d'élevage et au pâturage et aux cultures qui vont nourrir les animaux à travers le monde, donc, notamment à travers le soja. Vous connaissez sûrement bien la problématique du soja transgénique qui pousse sur les terres anciennement de la forêt amazonienne. Ceci a des conséquences évidentes aussi sur la biodiversité, puisque moins de forêts, moins d'espaces sauvages signifie moins d'espaces disponibles pour les espèces sauvages. Et puis selon le dernier rapport de l'IPBES, les principaux moteurs de perte de biodiversité sont l'utilisation des sols, principalement à cause de l'agriculture, l'exploitation des espèces, la surpêche, l'exploitation forestière, la chasse, et puis le changement climatique et la pollution par les pesticides, par les engrais, etc. Donc on voit que notre modèle alimentaire a vraiment un énorme impact, y compris sur la biodiversité. Tandis que le pâturage consomme directement des espaces, les productions plus intensives ou les productions d'autres types d'animaux que les ruminants sont consommateurs de surfaces terrestres à travers la culture nécessaire pour les nourrir. Et or, ce système est très inefficace. Aujourd'hui, 40% des céréales et 90% du soja qui est produit dans le monde n'est pas destiné à nourrir les humains, mais il est destiné à nourrir les animaux d'élevage. Et donc je disais, c'est un système très inefficace puisque la plupart des aliments qui sont ingérés par les animaux, ils sont utilisés
pour eux, pour grandir, pour se mouvoir, ils sont perdus dans le fumier, dans les déjections, et donc au final, il faut plusieurs kilos de protéines végétales pour fournir 1 kilo de protéines animales comestibles. Le programme des Nations Unies pour l'environnement avait estimé que si on calcule les calories qui sont ainsi, qui transitent ainsi donc par le corps de l'animal, si on veut, et qui finissent en alimentation sous forme de viande, ça constitue une perte de calories qui est équivalente aux besoins annuels de 3,5 milliards de personnes, donc la moitié de la population mondiale. Donc c'est très schématique, mais c'est pour montrer à quel point les aliments qui sont utilisés dans l'élevage constituent un gaspillage. En fait, cette utilisation est un gaspillage alimentaire assez flagrant. Pour continuer avec l'eau, alors, donc je vous le disais, l'agriculture est une grosse consommatrice d'eau à travers l'irrigation. Quand on parle de l'impact, la consommation d'eau par la production animale, on parle en fait, une grosse partie de cette consommation d'eau est en fait la pluie qui tombe sur les prairies où broutent les ruminants. C'est ce qu'on appelle l'eau verte. Donc pour être assez honnête, on a sur ce schéma, on a distingué l'eau verte, donc l'eau de pluie finalement, des autres sources de consommation d'eau, donc l'irrigation, l'eau utilisée pour entretenir les élevages, etc. Mais ce n'est pas tant, enfin, c'est non seulement un problème de quantité d'utilisation d'eau, mais aussi de qualité, puisque l'eau qui est utilisée sur ces productions retourne dans l'environnement en emportant avec elle les pesticides, les engrais pour ce qui est des productions végétales, tous les polluants aussi qui se retrouvent dans le fumier. Donc c'est une utilisation assez peu valorisante de l'eau, puisque l'élevage est donc une grosse source de pollution de l'eau, à travers en particulier le fumier. Et là, je vais laisser la place à Sylvain, qui va vous parler plus précisément du cycle de l'azote, et donc de ce problème d'azote présent dans le fumier. Ouais, alors, bon, moi je suis prof de physique chimique, donc je vais vous parler d'azote. Et comme vous savez peut-être, l'azote, c'est un des éléments chimiques. Tout le monde connaît le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. En fait, l'azote, dans la classification, c'est entre le carbone et l'oxygène. Et l'azote, on en a besoin pour faire les protéines. Et les plantes en ont aussi besoin pour se constituer, en fait. Et le principal engrais qu'on utilise pour faire pousser les plantes, c'est les engrais azotés. Vous savez, il y a les N, P, K. N, c'est pour l'azote, en fait. Et c'est le principal, en fait. Donc, dans la nature, il n'y a pas d'engrais azotés de synthèse. Les engrais... Ouais. Ah, d'accord. Les engrais azotés de synthèse, en fait, ils existent depuis le début du XXe siècle. 1912, c'est là où il y a eu synthèse industrielle de l'azote, à partir du diazote de l'air. À partir de cette époque, donc, on est capable nous-mêmes de fabriquer des engrais. Donc, il n'y a plus de limite, en fait. On peut fabriquer autant d'engrais de synthèse qu'on veut, du moment qu'on a l'énergie pour le faire. On peut en fabriquer à l'échelle industrielle. Et donc, on peut fertiliser directement les champs en mettant des engrais azotés de synthèse. Et c'est ce qui se passe, surtout depuis après la Seconde Guerre mondiale. On a mis beaucoup d'engrais azotés de synthèse. En fait, c'est devenu un mode de production vraiment courant, surtout dans les pays industrialisés. Mais même après, c'est la révolution verte, en fait, pour augmenter les productions agricoles. C'est aussi peut-être une des causes de l'augmentation de la population mondiale, sachant qu'on a pu produire beaucoup plus d'aliments. Et c'est aussi une des causes de l'augmentation de la production d'animaux, puisque du coup, on a pu produire plus d'aliments aussi, et on a nourri des animaux aussi, en plus. Voilà, donc dans la nature, il n'y a pas d'engrais azotés de synthèse, quoi. Hein, c'est logique. Hein. Donc, ce qui permet de fixer le diazote de l'air
pour le fournir aux plantes, c'est des bactéries qui sont filtratrices d'azote, qui sont soit dans le sol, soit dans certaines plantes particulières qu'on appelle les légumineuses, qui possèdent des nodosités qui abritent des bactéries qui sont capables de prendre le diazote de l'air et de faire des molécules qui vont être assimilables par les plantes, comme l'ammoniac, l'ammonium, les ions nitrates, etc. Voilà. Et puis, dans la nature, le cycle de l'azote aussi, c'est quand les plantes meurent, par exemple, quand les animaux meurent, il y a des bactéries dans le sol qui décomposent la matière organique pour restituer l'azote, qui va être à nouveau donc assimilable par les plantes. Et puis, il y a aussi de l'azote qui revient dans l'air, parce qu'il y a d'autres bactéries qui sont capables de prendre ces molécules qui sont dégradées, enfin les ions nitrates, et donc les remettre dans l'air. Donc ça, c'est le cycle de l'azote qu'on retrouve dans la nature. Voilà, donc maintenant, en fait, comme je vous disais, ce qui se passe, c'est que on est tout à fait capable de prendre le diazote de l'air, N2, hein. N c'est le symbole pour l'azote, N2 c'est parce qu'il y a 2 atomes d'azote dans le diazote. Ça constitue 78% des molécules qui sont dans l'air, hein. C'est le constituant principal de l'air, mais c'est pas facile pour les prendre, pour les organismes qui en ont besoin. Donc nous on fait des engrais de synthèse, hein, c'est le NR qu'on voit là, qu'on donne aux plantes, après on nourrit les animaux. Et le problème de ça, c'est que comme on est capable d'en mettre autant qu'on veut, vu que ça ne coûte pas si cher que ça à fabriquer et que le diazote dans l'air, il y en a des masses, il n'y a pas de limite en fait par rapport à nos besoins, et ben on en met en excès. Et ces excès se retrouvent... excuse-moi. Ces excès se retrouvent dans l'eau. Hein, c'est ce qu'on appelle le lessitage, et c'est les ions nitrates. Hein, les ions nitrates. Alors des fois, ça va même jusqu'à faire les fameux phénomènes d'algues vertes qu'on a en Bretagne, hein, puisque en Bretagne, vous savez qu'on a énormément d'élevage de porcs notamment, et donc on épand ces engrais, parce que les porcs font énormément de déjections, et donc il faut bien les mettre quelque part, donc elle les répand sur les champs, mais le problème c'est qu'il y en a en tellement grande quantité que de toute façon il y en a qui quand la pluie tombe, ça s'infiltre, hein, ça va dans les nappes phréatiques, puis après ça va jusqu'à la mer et ça fait les phénomènes d'algues vertes que tout le monde a dû entendre parler de ça, quoi. Donc ça c'est une des conséquences, hein. Après l'autre conséquence c'est que en fait du fait qu'il y a trop de NO3-, il y a le phénomène de dénitrification dont je vous parlais, donc qui fait qu'on remet ça revient vers l'air en fait, sous forme de diazote, mais des fois ça revient pas sous forme de diazote en fait, ça revient sous forme d'un autre gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre, et en fait c'est 8% pour la France en fait, la France qui utilise beaucoup d'engrais azotés de synthèse en fait, donc ça représente pour la France environ la moitié de ses émissions agricoles. On parle beaucoup du méthane, beaucoup plus que de l'azote, mais en France, la moitié des émissions dues à l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote. Voilà, donc ça c'est aussi une grosse conséquence importante qui remet en cause notre système agroalimentaire. Voilà, bon après il y a les voitures, mais je ne vais pas commenter là-dessus, on va passer à la diapo suivante. Donc ça, en fait, c'est pour vous montrer le système agroalimentaire mondial. Je sais que c'est pas forcément facile à lire, mais je vais vous expliquer assez rapidement. Donc le système agroalimentaire mondial, il a besoin d'azote pour fonctionner. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que, grosso modo, donc ça c'est la pollution à cause des voitures, etc. Ça c'est les légumineuses et tout ce qui fixe le diazote de l'air. Mais vous voyez que c'est très petit, alors que dans la nature, ça c'est tout. Et ça en fait, hein. Et donc les engrais de synthèse représentent une grosse partie de l'apport de diazote d'azote pour fertiliser les champs. Le problème c'est ça en fait, c'est que c'est les pollutions que ça génère sur l'eau, quoi. C'est-à-dire que le diazote, hein, au lieu d'être utilisé simplement par les plantes, il y en a qui vont se retrouver directement dans la nappe phréatique, quoi, qui vont polluer les cours d'eau, quoi, en fait, faire baisser la biodiversité. Et puis poser tous les problèmes environnementaux dont j'ai parlé, aussi les émissions de protoxyde d'azote. Et en fait, on voit que en fait, il y a donc cet azote, il est principalement utilisé pour nourrir les animaux. Hein. Il y en a un peu on se nourrit un peu. Alors, c'est là où l'inefficacité dont tu parlais tout à l'heure, elle se révèle bien sur ce graphique en fait. Hein.
C'est-à-dire que nous, on a besoin de protéines aussi, donc on se nourrit de protéines qui peuvent venir soit des végétaux, soit des animaux. Donc là, c'est le fameux rapport dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est 2/3 des protéines qui viennent des végétaux et puis 1/3 qui viennent des animaux. Hein. Mais on voit que pour faire ces 6 là qui viennent des animaux, ben, on a utilisé 73 protéines là, pour nourrir les animaux. Donc c'est vrai que ça n'a pas l'air très très efficace. Voilà, donc tout ça pour nous nourrir. Hein. Alors ensuite, donc là je vous ai présenté sur la diapo précédente le système à l'échelle mondiale. Mais là je vais vous présenter le système à l'échelle de chez nous, quoi. C'est-à-dire que là c'est ce qu'on appelle le bassin de la Seine, c'est cette zone géographique que vous voyez là. Et donc cette zone géographique, elle ne sert pas forcément à nourrir les gens qui y habitent. Elle sert aussi, comme vous allez le voir, à exporter des produits alimentaires. Vous savez que nous, en fait, on produit énormément de blé, hein, le bassin parisien, la Beauce, etc. Donc c'est la vocation, en fait, de cette région. Parce que dès que, en fait, comme on a les engrais azotés de synthèse, comme je vous expliquais, on est capable de spécialiser les régions. Et donc certaines régions vont être spécialisées dans l'élevage, d'autres régions qui vont être spécialisées dans la production. En l'occurrence, la France, elle produit du blé avec des rendements qui sont exceptionnels, donc c'est ce qu'elle fait. Merci. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans notre région en termes de flux d'azote. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on voit que chez nous, ça repose vraiment sur les engrais azotés de synthèse, beaucoup plus que dans le monde. Hein, parce que dans le monde, il y a quand même des endroits où on n'a pas vraiment les moyens de se les payer. Donc chez nous, c'est beaucoup plus important, puis on recherche vraiment le rendement maximum, donc on en les utilise beaucoup, quoi. Voilà, donc dans notre région, vous voyez que ça sert à produire du blé qui va à l'exportation, hein, et qu'on a aussi beaucoup de... regardez, on passe de 7000 à 4000, il y a énormément de fuites qui va vers les nappes phréatiques, hein, qui fait de la pollution. Et puis, contrairement au monde, nous, en fait, dans notre région, en fait, les gens, ils se nourrissent 2/3 de protéines animales et puis 1/3 de protéines végétales. Donc, en fait, là, pour le coup, on se nourrit plus d'animaux dans notre région que la moyenne mondiale, en fait. Voilà, puis en fait, le bétail, on importe des aliments pour nourrir le bétail, et puis surtout, il y a plein de produits animaux qui viennent de d'autres régions, par contre, pour nous nourrir. Hein. Donc voilà, ça c'est le schéma du bassin de la Seine, tel qu'il est actuellement, quoi. Et donc, ça vient pas de moi, hein, ça vient d'un chercheur, en fait. Et donc, le chercheur en question, il a produit un scénario alternatif pour essayer de résoudre ces problèmes, notamment le problème de la pollution des nappes phréatiques à cause de l'azote, hein, et des émissions de protoxyde d'azote. Voilà, donc c'est la dernière diapo que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un scénario où il y a marqué bio, local, demi-tarien. Alors demi-tarien, ça veut dire grosso modo manger moitié moins de viande, hein. Vous voyez qu'ici, on est passé, là, pour le coup, ce qui domine, c'est les protéines végétales, plutôt que les protéines animales. Alors pourquoi ? C'est logique, parce que si on n'utilise plus ces engrais azotés de synthèse, on va quand même pas pouvoir produire autant, quoi. Donc, on peut pas nourrir tous les animaux et tous les hommes, quoi. Faut réduire la quantité d'animaux qu'on va consommer. Ensuite, il y a une autre différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'ici, on a augmenté les cultures qui fixent l'azote. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre le diazote de l'air. C'est les légumineuses, quoi, en fait. Et ça, c'est très utile, parce qu'une fois que les légumineuses, elles ont pris le diazote de l'air, on peut les récolter, on peut s'en nourrir aussi, hein, parce qu'il y a plein de protéines dans les légumineuses. Et aussi, ce qui reste, hein, les racines, ça contient du diazote qui va être dégradé, qui va servir pour la culture suivante. Donc c'est intégré dans ce qu'on appelle les rotations. Les rotations, c'est un an on fait une culture, un autre année on fait une autre culture, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, comme on n'utilise plus d'engrais azotés de synthèse, du coup, les fuites vers l'eau, elles sont beaucoup plus faibles que tout à l'heure. On passe de 4000 à 500. Donc on est vraiment une eau qui est vraiment beaucoup, beaucoup moins polluée qu'avant, quoi.
Et il y a une dernière chose qui est assez différente, c'est que, bon, cette fois-ci, on n'importe plus de bétail de l'extérieur. Hein. Le bétail, on le nourrit sur place et on l'utilise, les excréments animaux, pour fertiliser les champs. Mais donc pas en excès, quoi, comme par exemple en Bretagne. Juste de manière plus mesurée, quoi, en tout cas. Voilà. Le dernier commentaire, bon, ça, on est une région qui est vraiment très favorisée de manière agricole. Donc on continue à exporter des céréales. Donc là, on voit qu'on est complètement indépendant, autonome en termes d'alimentation à cette région, en tout cas en termes de protéines. Et on continue à exporter. Bon, il y a d'autres régions où ça sera plus difficile de faire ça. Mais grosso modo, il y a des scénarios à l'échelle européenne, par exemple le scénario TIFA, qui montre que c'est possible, en fait, d'imaginer un scénario où, en fait, on arrête d'utiliser des engrais de synthèse, qui sont issus du pétrole, enfin, qui nous font dépendre de combustibles fossiles, hein, donc qui ne sont pas durables. Et puis, on passe en bio. Il y a des scénarios qui existent qui montrent qu'à l'échelle européenne, c'est possible, quoi. Comme le scénario qui se dit TIFA, donc c'est TIYFA. Voilà, dernier commentaire aussi, c'est que du coup, pour nourrir le bétail, ben, on le nourrit avec ce qu'on produit sur place. On ne nourrit pas le bétail avec du soja qui vient d'Amérique latine. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que je pense que là où je trouvais ça intéressant, l'approche de ce chercheur, c'est que il montre que en fait, c'est un problème systémique et qu'on peut le résoudre, on peut y répondre de manière systémique, quoi. Voilà. Merci pour cette présentation très précise qui nous a donc permis de voir à quel point les niveaux actuels de consommation de viande sont permis par l'utilisation par l'agriculture chimique, en fait. On pourrait pas se permettre d'avoir autant d'animaux à nourrir si on n'avait pas ces engrais de synthèse. Voilà, tu as parlé aussi l'élevage est encore assez présent, beaucoup moins, mais assez présent. Il y a aussi, faut savoir qu'il y a aussi tout le mouvement de l'agriculture végane qui montre aussi que ça pourrait être possible également, surtout en se basant sur les légumineuses et les rotations de cultures grâce aux légumineuses, de se passer même de ce type d'intrants. Voilà, c'est une question ouverte, c'est une question qui existe en tout cas. Ça montre aussi à quel point il ne suffit pas juste de réduire les cheptels, c'est toutes des pratiques agricoles aussi à changer, avec une agriculture beaucoup plus respectueuse du vivant, beaucoup plus de légumineuses. Voilà. Donc tout ça, c'est des méthodes de production à revoir. Et c'est ce que c'est les questions qui restent ouvertes, donc dans une perspective de réduction drastique de l'élevage. Sylvain vous a montré aussi que les engrais sont aussi liés aux émissions de gaz à effet de serre avec la production de protoxyde d'azote. Donc c'est un des aspects, un des impacts provoqués par l'élevage, donc les émissions de protoxyde d'azote aujourd'hui, c'est 65% des émissions totales de ce gaz à effet de serre très puissant qui sont émises à cause de l'élevage. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone, 9%. Donc par rapport au transport, l'élevage émet relativement moins de dioxyde de carbone, mais beaucoup plus de ces deux gaz à effet de serre qui sont très puissants, que sont le protoxyde d'azote et le méthane. Donc c'est surtout, on voit ici sur ce schéma qui a été fait par l'AVF à partir des données du rapport de l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation. Petit aparté aussi, à l'AVF, à la Commission écologie, on essaie de se baser sur des sources qui sont reconnues, même si ce ne sont pas forcément les sources qui sont les plus affligeante en termes de résultats par rapport accablantes pour l'élevage. Mais là, par exemple, l'Organisation internationale pour l'agriculture et l'alimentation propose des chiffres qui sont plutôt consensuels. Donc c'est sur ces chiffres que se base ce graphique. On voit à quel point le méthane a une part très importante. Donc il est produit par ce qu'on appelle la fermentation entérique des animaux, donc le gaz qui est produit par les ruminants.
Ce gaz à effet de serre a la particularité d'avoir une durée de vie plus courte dans l'atmosphère que le CO2. Donc aujourd'hui, on a une focalisation sur le dioxyde de carbone dans les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le méthane est un gaz à effet de serre qui inquiète de plus en plus les scientifiques. Il a beau avoir une durée de vie très courte, il est beaucoup plus puissant en termes de potentiel de réchauffement global. Je vous explique rapidement aussi. Aujourd'hui, on a une convention scientifique, le GIEC a commencé à chercher à avoir une donnée, une mesure commune pour étudier l'impact des différents gaz à effet de serre sur l'atmosphère, sur le réchauffement climatique. La méthode qu'il a utilisée, c'est de regarder sur 100 ans la moyenne de l'impact de chaque gaz à effet de serre, donc sur 100 ans. Ce qui a été une pratique au départ du GIEC pour faciliter les calculs est devenu la norme. Et pourtant, cette méthode de calcul n'est pas forcément pertinente. Aujourd'hui, l'enjeu du changement climatique est un enjeu qui devient urgent. Et calculer cet impact sur 100 ans n'est pas forcément pertinent. Sur 100 ans, en fait, on estime que le méthane, par exemple, est à peu près 28 fois... Pardon ? 28 fois, merci Elodie, plus puissant que le CO2. Donc il a un impact, 1 kg de méthane relâché dans l'atmosphère a le même impact que 28 kg de CO2. Au bout de 100 ans, c'est la nuance très importante, puisqu'aujourd'hui, même pour les stratégies politiques qui se basent sur 50 ans, type la stratégie nationale bas carbone française, on utilise toujours ce même indicateur. Or, sur 50 ans, le méthane a un potentiel de réchauffement qui est de 48. Donc il est encore plus impactant par rapport au CO2. Donc si ces calculs étaient faits en prenant en compte vraiment l'impact du méthane sur 50 ans, on verrait qu'il est d'autant plus important de réduire ces émissions de méthane qui proviennent donc en très grande partie de l'élevage des ruminants. J'ai presque fini en ce qui me concerne. Alors, évidemment, les problématiques environnementales, vous savez tous, elles ont un impact très important sur le bien-être, sur la santé humaine, mais il est un sujet qui a un impact encore plus direct, un facteur, une menace encore plus grande que fait peser l'élevage sur la santé humaine, c'est le problème de l'antibiorésistance. Aujourd'hui, au moins la moitié des antibiotiques qui sont utilisés dans le monde ne sont pas utilisés pour soigner les humains, mais les animaux d'élevage. Et cette part s'élève à 80% aux États-Unis. Et or, ce sont les mêmes antibiotiques qui sont utilisés pour les animaux et pour les êtres humains. Et donc, les bactéries s'habituent à ce type d'antibiotiques et de moins en moins d'antibiotiques sont disponibles donc, pour traiter y compris les maladies humaines. C'est un problème qui devient très important et l'Organisation mondiale de la santé a souvent tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'on a de moins en moins d'antibiotiques disponibles pour soigner nos maladies. Et donc, c'est non seulement parce qu'on utilise beaucoup d'antibiotiques dans la médecine humaine, mais surtout dans la médecine animale. Dans les élevages, évidemment, l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages est incontournable, surtout dans les élevages intensifs, à cause de la promiscuité des animaux. Là aussi, c'est grâce à la chimie qu'on peut se permettre d'avoir de telles concentrations d'animaux puisqu'on les nourrit aux antibiotiques et donc le fait que leur résistance immunitaire s'affaiblisse, le fait qu'ils vivent dans des conditions de vie très peu naturelles ne pose pas de problème finalement grâce aux antibiotiques. Ce qui permet donc d'éviter la propagation de maladies, ce qui ne serait pas possible sans antibiotiques. Et puis dernier focus, jusqu'à présent on a parlé de l'élevage d'animaux terrestres. Évidemment la surpêche est un gros problème, mais aussi l'aquaculture. Donc la surpêche aujourd'hui est le principal facteur de perte de biodiversité dans les océans. Selon le WWF, les animaux marins ont chuté de moitié depuis les années 70. Les larges prédateurs, donc les poissons qui sont les plus consommés, thon, espadons, etc., jusqu'à 90% de leur population a disparu.
En plus, il y a de moins en moins de poissons disponibles, donc les chalutiers s'engouffrent de plus en plus profondément. Et dans les écosystèmes marins, dans les profondeurs de l'océan, les écosystèmes sont d'autant plus fragiles. Les animaux se reproduisent plus tard dans leur cycle de vie. Bref, c'est d'autant plus tragique d'aller pêcher le plus profondément dans l'océan. En plus, la pêche provoque aussi beaucoup de prises accidentelles. Ce n'est pas que les poissons qui sont consommés qui sont pêchés, mais aussi d'autres types d'animaux qui sont souvent rejetés morts par-dessus bord. Donc ça aussi, c'est une perte importante de biodiversité. L'aquaculture ne règle pas forcément le problème, puisque l'aquaculture est assez polluante. Et puis, elle ne se passe pas de pêche, puisque pour nourrir les poissons d'élevage, il faut pêcher des poissons sauvages la plupart du temps. Et souvent, c'est de l'ordre de plusieurs kilos de protéines pour produire 1 kilo de protéines de poissons d'élevage en ce qui concerne les poissons carnivores. Donc, même problème que pour l'agriculture, pour l'élevage terrestre. Alors, pour résoudre les problèmes écologiques, on ne peut pas se passer d'une réduction drastique de la consommation et de la production de produits animaux. Alors, bien sûr, il existe plusieurs solutions pour réduire l'impact de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement. Et l'une des solutions les plus souvent évoquées, c'est celle de changer les pratiques agricoles, en particulier grâce à l'agriculture extensive, au pâturage, voire à l'agriculture biologique. Alors, en ce qui concerne la production animale, ces solutions ne sont pas forcément les plus pertinentes. En fait, le problème de l'élevage extensif, c'est qu'il est très, très consommateur d'espace terrestre. Cet espace, il est souvent dégagé grâce à la déforestation. En plus, il y a les problèmes de surpâturage qui deviennent de plus en plus problématiques. Donc ce n'est pas sans causer de problème. Les défenseurs de ce type d'élevage évoquent la capacité des prairies à séquestrer le carbone. Ce qui est vrai, des prairies qui sont pâturées ont tendance à davantage séquestrer de carbone que des prairies qui ne seraient pas pâturées ou des cultures, bien sûr. Mais si on compare, l'idée en fait, c'est pas forcément de comparer une production animale sur un espace donné à une production végétale, mais étant donné que si on réduisait notre consommation de produits animaux, on aurait besoin de beaucoup moins d'espace. Donc, ce qu'il faudrait comparer, c'est en fait, et si ces espaces étaient laissés finalement à la vie sauvage. Et là, on voit que par rapport à une forêt, par exemple, les prairies sont beaucoup moins pertinentes en termes de séquestration de carbone. En plus, évidemment, si on voulait ne produire que de la viande qui vient de production extensive, on manquerait cruellement de place sans changer les niveaux de consommation de viande. Aujourd'hui, les ruminants élevés exclusivement sur prairies ne fournissent que 3,7% des animaux consommés, des protéines. En fait, les organisations internationales telles que la FAO ou le GIEC ne prônent pas spécialement une extensification de l'agriculture pour résoudre les problématiques écologiques, et en particulier réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est plutôt l'inverse. Ils prônent surtout des pratiques qui visent à intensifier la production. C'est le principe de la révolution verte, une intensification de la production. Et ils prônent aussi parfois des solutions très techniques, type la modification de l'alimentation des ruminants afin qu'ils produisent moins de méthane, ou la sélection génétique des animaux. Voilà, toutes ces solutions, elles existent, mais leur impact est très très limité en fait par rapport aux réductions de gaz à effet de serre notamment, et aux réductions des niveaux de pollution qui sont nécessaires aujourd'hui et urgents. Donc on voit bien qu'on ne pourra pas se passer d'une réduction drastique de la consommation de produits animaux. Tout ceci dans un contexte malheureusement d'augmentation. Aujourd'hui, on n'est pas du tout vers une baisse de la production, de la consommation
animale au niveau mondial, on est justement dans une augmentation de cette production. Donc toutes ces problématiques, malheureusement, si rien n'est fait, elles ne vont que s'amplifier, surtout avec le développement de certains pays en Asie qui accroissent davantage leur consommation de viande. Je crois que j'avais fini, mais non. Encore une petite diapo. Donc on voit bien que réduire la consommation de produits animaux, voire adopter une alimentation végétarienne ou végétalienne est la mesure la plus efficace si on souhaite réduire l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Même par rapport à une alimentation qui serait locale, par exemple, en fait, le transport, dans le bilan environnemental, alors là on est surtout sur les émissions de gaz à effet de serre, qui est une problématique spécifique, et le transport est source principalement d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait dans le bilan carbone, dans le bilan climatique des aliments, finalement le transport n'a pas un si gros impact par rapport à la production, au niveau de la production de ces aliments, donc de l'agriculture. À moins que ces aliments aient voyagé par avion, où là l'impact est vraiment important. Finalement, dans le bilan total des aliments, ce n'est pas une part qui est très très significative. D'autant plus que une grande partie de la production, même les filières françaises de production animale aujourd'hui, font appel à des aliments qui viennent d'autres parties du monde pour nourrir les animaux. Donc même une viande locale ne l'est pas forcément finalement si on regarde tout le cycle de production. Alors bien sûr, pour un même aliment, le mode de production est vraiment très déterminant par rapport à son impact sur l'environnement. C'est vrai aussi pour la viande, selon si votre viande provient d'un élevage, d'un pâturage qui vient d'une zone déforestée, l'impact sera beaucoup plus important si les animaux, si les prairies sont des prairies naturelles. Mais par contre, une étude récente, une grande étude, a montré que même si on compare les aliments d'origine animale les moins impactants pour l'environnement à des aliments d'origine végétale, pas forcément produits de manière durable, entre guillemets, et bien, même là, la différence, elle est vraiment en faveur des produits végétaux. Voilà, donc il y a aujourd'hui un consensus au niveau scientifique sur cette importance de réduire la consommation de produits animaux comme une solution aux enjeux écologiques. Je vais laisser la place à Elodie. Tu veux qu'on échange ? Merci Isabelle. Alors je vais essayer de faire le lien. Moi je vais être plutôt dans les questions de transition, de levier, et dans les questions politiques pour terminer. Donc je vais reprendre quelques petites données qu'Isabelle a déjà évoquées. Donc l'élevage, ça occupe 3/4 des surfaces agricoles de la Terre. Donc vous voyez que dans des scénarios élaborés par des équipes de recherche où on imagine ce qui se passerait si on arrêtait de consommer des protéines animales, eh ben, on a une diminution drastique des besoins en terres agricoles. Donc ça, c'est une étude néerlandaise, je crois. Voilà, donc vous avez les besoins pour le scénario tendanciel. Vous avez 2 scénarios ici. Donc on a un scénario classique où en fait on remplace la viande par des légumineuses, et on a un scénario où on intègre de la viande de culture cellulaire, mais dans tous les cas, en tout cas, on a une très très forte réduction des besoins en surface agricole. Tout ça, ça a des conséquences. Ça veut dire que si on récupère des surfaces agricoles, on peut en faire quelque chose. Alors, je crois qu'Isabelle n'a pas donné de chiffres tout à l'heure concernant les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. Donc, jusqu'à récemment, en fait, le chiffre qui faisait autorité et que nous, on reprenait à l'AVF, c'était le chiffre de la FAO, donc l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. C'était 14,5%, donc ça remonte au rapport 2013 de la FAO. Mais récemment, on a eu plusieurs estimations, et si on fait leur moyenne, on est à peu près à 18%. Voilà, l'élevage, c'est à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sur Terre. Et pour comparer, les transports, c'est à peu près 13%. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes de calcul. Les transports, il s'agit des émissions directes, c'est-à-dire ce qui est émis à travers la combustion de carburant.
mais ça concerne l'ensemble des transports. Pour ce qui est de l'élevage, on fait des analyses de cycle de vie et donc on prend en compte vraiment toutes les étapes, y compris la déforestation, la production d'aliments pour les animaux, le transport de ces aliments, les émissions à travers la rumination, les gaz digestifs, les émissions du lisier, enfin toutes ces choses-là. Et donc, voilà, on considère qu'on est à peu près à 18%, mais si, expérience de pensée, on arrêtait les productions animales sur Terre, ben en fait, on ferait mieux que juste annuler ces 18%, ce qui serait déjà énorme, hein, parce qu'on a quand même besoin de mener des politiques drastiques, très efficaces. En fait, on pourrait créer des puits de carbone. Des puits de carbone, c'est-à-dire des forêts. On pourrait reforester les zones qui correspondaient, par exemple, aux cultures d'aliments pour les animaux. Et donc, en passant à une alimentation 100% végétale, là encore, hein, on est dans une étude à vocation heuristique, ça nous permet de réfléchir. On pourrait réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sur Terre. C'est une étude très récente. Donc, vous voyez l'importance du potentiel du levier alimentaire. Une autre étude qui aborde les choses un petit peu différemment, qui nous donne un autre indicateur, qui est le coût des politiques climatiques, mais je trouve qu'elle est intéressante aussi. C'est une étude néerlandaise qui se demande en fait quelle pourrait être la conséquence sur le coût des politiques climatiques. Donc là, il s'agit du coût des politiques qui permettent de rester en dessous de... Alors je crois que c'est 350 parties par million pour les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En gros, c'est comment rester en dessous d'un niveau de concentration des gaz à effet de serre qui est dangereux, qui met en péril les équilibres des écosystèmes. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans les scénarios très classiques, on fait de la transition technologique. Voilà, on va remplacer des centrales à charbon par des éoliennes, on va isoler les bâtiments, on va développer des voitures électriques, enfin tout ça peut bien sûr être examiné et critiqué. Dans les scénarios où on fait des changements de modèle alimentaire, déjà on annule complètement les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur, et puis on a des espaces agricoles sur lesquels on peut, par exemple, planter des agrocarburants, on peut faire de la reforestation, et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher que le transfert technologique, et ça permettrait, dans ce scénario-là, on imagine que la planète devient végane du jour au lendemain, on pourrait diviser par 5 le coût des politiques climatiques qui permettent de rester en dessous d'un dérèglement climatique catastrophique. Autre secteur dans lequel le changement alimentaire pourrait être un levier très efficace, la biodiversité. Donc là aussi, Isabelle l'a mentionné un peu. On a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de l'IPBES. Donc c'est un institut sous l'égide de l'ONU qui a mis en avant que 1 million d'espèces animales et végétales étaient menacées. Donc c'est 1 million sur à peu près 8 millions. À court terme, mais la biodiversité, la science de la biodiversité nous montre qu'on peut avoir des effets en cascade. La biodiversité, c'est quelque chose de fragile et qui menace directement nos récoltes, nos conditions de vie sur Terre. Le responsable numéro 1 qui a été pointé, c'est vraiment les changements d'utilisation des sols, en lien notamment avec l'augmentation de la consommation de produits animaux. Alors quand on appelle à des changements de mode alimentaire, tout de suite il y a des gens qui montent sur leurs grands chevaux, qui nous disent « Oh là là, mais vous voulez faire disparaître les races de vaches, les races d'animaux domestiques, comme si c'était vraiment quelque chose de terrible. » En fait, c'est vraiment l'élevage qui menace directement la biodiversité sur Terre. Alors, comme l'a mentionné Isabelle, aujourd'hui, il y a vraiment un consensus sur la nécessité de changer d'alimentation à l'échelle de la planète et de changer d'alimentation dans les pays industrialisés. Il y a un consensus à la fois chez les chercheurs, il y a vraiment une foule d'études qui montrent ce qui se passerait si on changeait d'alimentation. Il y a un consensus dans les organisations internationales, il y a un consensus dans les organisations qui s'occupent d'écologie. Donc, je vous mets ici 3 objectifs de réduction qui correspondent à 3 scénarios, mais il y en a des autres qu'on pourrait mettre en avant. Et vous allez voir que dans tous les cas, on a des objectifs qui sont
très ambitieux. Alors, Greenpeace International campagne pour réduire la consommation de viande à l'échelle de la planète. Donc, l'objectif à l'échelle de la planète, c'est de faire moins 50% d'ici à 2050, mais à l'échelle de l'Europe occidentale, l'objectif, c'est de diviser par 5. C'est ça qui est nécessaire, encore une fois, si on veut mener une politique climatique responsable. Article de Springman, paru dans la revue Nature l'année dernière. Là, l'objectif pour aller vers des systèmes agricoles durables, ce serait, pour nos pays industrialisés, de diviser par 10 notre consommation de viande. Et enfin, le rapport du cabinet BL Evolution, que je trouve particulièrement pertinent parce que c'est un rapport qui se demande comment est-ce qu'on peut rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement et qu'est-ce que ça impliquerait à l'échelle de la France d'amener nos émissions de gaz à effet de serre dans des seuils qui soient raisonnables. Donc il y a toute une série de propositions, par exemple fermer tout de suite les lignes aériennes internes à la France. Voilà, il y a des propositions sur les transports, sur l'habitat. Pour ce qui est de la viande, il faudrait réduire de moins 72%, mais d'ici à 2030, donc réduction très rapide. Ce qu'on peut dire concernant le levier alimentaire, alors Isabelle l'a mentionné un petit peu, c'est que premièrement, comme le méthane est un gaz qui demeure peu de temps dans l'atmosphère, c'est un levier qui peut être efficace très rapidement. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'émettre aujourd'hui, si vous réduisez la quantité de méthane émise, eh bien assez vite vous aurez des effets sur la concentration en méthane dans l'atmosphère, ce qui est très différent pour le CO2. Vous savez que le système climatique, de manière générale, il a beaucoup d'inertie, mais c'est moins le cas pour le méthane que pour le CO2. Et deuxièmement, c'est vraiment des changements qui peuvent être conduits de manière progressive. C'est des changements pour lesquels on a des leviers. Ça peut même être économiquement, ça peut même permettre de faire des économies, parce qu'en fait, le système actuel, qui est très subventionné, le système de l'élevage, il nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent public. Donc, c'est pas du tout la même chose si, par exemple, on envisage d'isoler tous les bâtiments en France ou de changer, de transformer toutes les voitures en voitures électriques. Donc vous avez compris que cette solution, elle est incontournable, elle est indispensable aujourd'hui. Quelques approches pour réduire la consommation de produits animaux et pour réduire les productions associées. Donc on a toutes les approches historiques, traditionnelles qui sont menées par des associations comme l'AVF, mais aussi par des associations comme L214. C'est bien sûr informer. Donc informer, ça peut être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça peut être montrer des vidéos d'abattoirs, sensibiliser. Donc c'est vraiment tout le travail que font les bénévoles. Mais ça passe aussi par des médias, des documents d'information, et puis aussi accompagner le grand public. On sait aujourd'hui que changer d'attitude et changer de comportement, c'est pas la même chose. Il y a plein de gens qui sont révoltés, par exemple, par les conditions de l'élevage industriel, mais qui ne savent absolument pas comment changer d'alimentation, qui ont besoin d'être guidés, rassurés, notamment sur les questions nutritionnelles. Une autre approche qui me semble et qui nous semble à l'AVF incontournable, c'est de faire évoluer l'offre alimentaire. Donc nous, on travaille vraiment avec tous les acteurs de l'agro-industrie. On travaille avec les petites start-up, on travaille avec les biocoop, mais on travaille aussi avec Carrefour, Intermarché, parce que c'est un fait. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la population française qui s'approvisionne dans les grandes et moyennes surfaces. On distribue un label, on accompagne toutes ces structures avec beaucoup de succès, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande et il y a un vrai intérêt pour la transition alimentaire. C'est un levier qui est peut-être moins efficace que le levier législatif ou le levier politique, mais c'est un levier qui est beaucoup plus réaliste à court terme. Il faut savoir aussi que les acteurs de l'agro-industrie, ils produisent ce qu'on a envie de consommer. Donc si vous changez vos habitudes, eh ben, c'est absolument certain que ce qui sera proposé dans les magasins d'alimentation, ça va changer aussi. C'est pas du tout la même chose pour ce qui est des transports, des modes de production énergétique. Vous pouvez être absolument contre le nucléaire et pourtant vous pouvez être complètement impuissant à faire changer la politique énergétique de la France.
Alors maintenant, un levier qui nous semble extrêmement important aujourd'hui à l'échelle de l'AVF, c'est le levier politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette, on va clamer haut et fort que c'est notre liberté personnelle. En fait, c'est vraiment conditionné par les politiques de santé. Bah oui, si vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit « Oh là là, attention, vous êtes végétalien, vous allez tomber malade », ça risque de vous influencer. Par les politiques économiques, il y a des productions qui sont valorisées, il y a des niveaux de fiscalité qui varient d'un produit à l'autre. Par exemple, les niveaux de taxation en Europe sur la viande et les produits laitiers sont plus faibles que sur les équivalents végétaux. Il y a bien sûr des politiques agricoles, je vais peut-être en parler un petit peu plus loin, mais les politiques agricoles et notamment la politique agricole commune, ça a une très grande influence sur ce qui est produit, ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut consommer. Et donc si le problème est politique, eh ben, il faut admettre que la solution doit, ou en tout cas peut être politique aussi, si on veut agir rapidement et efficacement. Alors actuellement, le cadrage des politiques climatiques, pour l'expliquer un petit peu, à différents niveaux. Donc il y a le niveau international. Au niveau international, c'est ce qui fait suite au protocole de Kyoto. Donc le protocole de Kyoto, c'était la volonté de mettre en place un marché des permis d'émission pour les gaz à effet de serre. Donc en gros, chaque pays avait un certain quota d'émissions et s'engageait à certaines réductions avec des mécanismes économiques, c'est-à-dire que si on voulait plus polluer, on avait le droit de racheter des permis, si on voulait moins polluer, on pouvait vendre des permis. Voilà, et ça se passait pour les plus grosses entreprises, les plus polluantes à l'échelle de la France. Donc par exemple, les cimenteries pour les émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce protocole a été très peu efficace. Il a donné la suite, il a donné naissance à ce qui a été mis en place avec l'accord de Paris. Mais là encore, on n'est pas très optimiste parce que d'une part, il y a beaucoup de pays qui ne se sont pas engagés pour l'accord de Paris. Même si l'accord de Paris était complètement respecté, on irait plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés. Et puis actuellement, les émissions de gaz à effet de serre ne vont même pas dans le sens du respect de l'accord de Paris. Par ailleurs, on est dans un cadre très souple, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de sanctions. Si tel pays émet plus que ce qui est prévu, pas de problème. Alors, vous savez que dans le cadre des accords internationaux, l'Europe constitue une entité, et à l'intérieur de l'Europe, les pays ont des engagements différenciés. Mais dans ces politiques européennes, c'est ce que nous disait Isabelle tout à l'heure, c'est peut-être basé sur les calculs de potentiel de réchauffement global, c'est-à-dire qu'on continue à considérer que les émissions de gaz à effet de serre, eh bien en fait ce sont des émissions de CO2. Le problème, c'est un problème qui est lié à l'énergie, à la combustion de carburants fossiles. Et donc les émissions de l'agriculture, elles sont diffuses, on ne peut pas vraiment les comptabiliser, on s'en occupe un petit peu à la marge et elles relèvent de la responsabilité des États. Donc il y a tout un ensemble de secteurs pour lesquels on considère que les émissions sont diffuses, ce sont les transports, les bâtiments, le tertiaire et l'agriculture. Et pour tous ces secteurs, la France s'est engagée à une réduction de 14% des émissions de ces secteurs en 2020 par rapport à 2005. Alors en France, qu'est-ce que c'est la gouvernance climatique ? C'est ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc on a des objectifs qui sont très ambitieux. On n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément mis en place les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc ces objectifs, c'est le facteur 5. C'est divisé par 5 les émissions en 2050 par rapport à 1990 et de 40% en 2030. Pour ce qui est des objectifs agricoles, dans la feuille de route qui est très générale, il est quand même indiqué que parmi les 5 facteurs, on peut faire évoluer la demande alimentaire et en particulier la composition des régimes alimentaires. C'est la seule mention qui est faite éventuellement à la possibilité de faire évoluer les modes d'alimentation. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, la France et l'Europe continuent à soutenir très massivement l'élevage et l'élevage industriel. Greenpeace a fait une étude sur les structures agricoles qui bénéficient de la PAC. Et en gros, plus les structures sont polluantes, plus elles bénéficient d'un soutien de la PAC.
Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, on a une taxation carbone, mais les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, elles en sont exclues. On sait qu'au moment où la stratégie bas carbone de la France avait été discutée, Ségolène Royal, qui était la ministre de l'écologie, avait reçu une lettre d'un syndicat agricole qui s'appelle la Coordination Rurale, qui demandait « S'il vous plaît, pouvez-vous être conciliant vis-à-vis des éleveurs ?» Et la commission parlementaire qui devait décider, enfin en tout cas qui devait proposer une décision, a décidé de ne pas soumettre les émissions de l'élevage à la taxation carbone. L'année dernière, en 2018, il y a eu tout un travail parlementaire autour de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a eu plein de propositions d'articles, d'amendements en faveur d'une alimentation moins carnée, en faveur du bien-être animal. L'Assemblée nationale a voté en très grande majorité contre toutes ces évolutions et de manière générale contre l'évolution vers un modèle alimentaire moins carné. Il y a juste une évolution dans la loi que je vais mentionner un petit peu plus tard. Pour ce qui est du niveau européen, récemment, les orientations de la PAC ont été votées pour les 7 années qui vont venir et les députés européens ont massivement rejeté l'idée de tout simplement réduire le soutien à l'élevage industriel. Quelques nouvelles quand même positives. Il y a un article, enfin il y a un amendement proposé par une députée de La République En Marche qui est passé dans cette loi agriculture et alimentation. Je pourrais presque dire à notre plus grande surprise, c'est l'obligation de servir un menu végétarien par semaine dans toutes les cantines scolaires à partir du mois de novembre de cette année. On ne sait pas encore si ce sera un menu pour tous, si ce sera simplement une option végétarienne, et la VF est mobilisée pour que le décret d'application de la loi soit le plus exigeant possible. Alors, malgré cette loi qui est quand même pas très ambitieuse, il y a beaucoup d'acteurs politiques locaux, notamment à Paris, qui sont mobilisés pour mettre en place des menus, des options végétariennes dans les cantines. La mairie du 19e, par exemple, vient de passer à 2 menus végétariens par semaine pour tous les enfants. Donc 2 menus végétariens sur 4 ou 5 menus. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait à valoriser. Au niveau de la ville de Paris, dans le plan climat, a aussi été mise en avant la nécessité de réduire la place des protéines carnées dans toutes les structures de restauration collective, qu'il s'agisse des enfants ou des agents de la ville de Paris. Donc c'est plutôt au niveau local que ça se passe, c'est plutôt au niveau aussi des entreprises, du secteur du business que ça se passe. Ça reste très difficile au niveau des politiques nationales et européennes. C'est pour toutes ces raisons que la VF s'est engagée en politique, parce que ce qui est proposé actuellement, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On a développé un programme en 16 mesures au niveau européen. Donc ça repose beaucoup sur une transformation de la PAC qui risque d'être difficile puisqu'un certain nombre d'orientations ont été votées. Mais il y a quand même quelques leviers qui sont possibles sur une transformation des politiques de pêche à l'échelle de l'Europe, sur de l'exemplarité, notamment au niveau des institutions européennes, et puis sur une politique qui favorise un étiquetage des produits qui émettent le moins de gaz à effet de serre et un étiquetage correct des produits végétariens et végétaliens. Enrico, vous avez un petit teasing concernant les partis qui soutiennent nos propositions. J'attends un petit peu avant de vous dévoiler cette diapo. Enfin, peut-être que vous avez vu déjà les résultats de notre consultation. On a envoyé nos mesures absolument à toutes les listes qui sont présentes aux élections de la semaine prochaine. On a reçu un certain nombre de réponses, parfois un soutien total, parfois un soutien plus modeste, parfois aucune réponse. Et puis donc on a mis en valeur les partis qui s'engagent le plus. Voilà, ce sont ces 5 partis qu'on a classés en tête de course. On ne souhaite pas faire de distinction entre ces partis parce qu'ils soutiennent tous vraiment massivement nos propositions. Voilà, notre recommandation, c'est vraiment de voter pour l'un de ces partis la semaine prochaine. Et puis, on a organisé une réunion publique la semaine dernière et on a eu vraiment la très bonne surprise d'avoir la présence de 7 représentants de listes politiques
dont 2 candidats qui s'étaient déplacés respectivement de Nice et de Marseille. Donc on se rend compte que dans un certain nombre de forces politiques, la question de la transition alimentaire commence à prendre de la place. On va rester mobilisé bien sûr après les élections. Si les partis qu'on soutient ont des élus, on va continuer à travailler avec eux. On va suivre leur vote au Parlement européen. Et puis on va continuer à garder cette pression sur la sphère politique. On vous remercie beaucoup. Je voudrais simplement vous dire, peut-être avant la séance de questions-réponses, que l'AVF, elle agit dans plein de domaines pour faire changer l'alimentation en France. Dans le domaine des entreprises, vis-à-vis du grand public. On a toute une mission cantine où on accompagne les acteurs de la restauration collective. On a cette mission plaidoyer politique. On a vraiment besoin de soutien. On a besoin de soutien pour pouvoir dire qu'on compte sur vous, qu'on a beaucoup d'adhérents qui nous suivent, et on a besoin de soutien financier parce que ces campagnes, elles nous coûtent beaucoup d'argent. Ici, on est tous bénévoles, mais on a une équipe salariée à l'AVF. C'est grâce à cette équipe salariée qu'on arrive à développer tous ces projets, et ça nous coûte de l'argent. Et pour pouvoir poursuivre, on a besoin de votre soutien. On vous remercie beaucoup et on va passer aux questions, je pense. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir donné cette conférence très intéressante. Moi, j'ai une question à vous poser parce que c'est une question qu'on me pose. Moi, je suis végane depuis 1 an et demi. J'ai été végétarienne d'abord pendant 6 ans et je suis passée au véganisme depuis 1 an et demi. J'en suis ravie. Mais j'ai une question qui me turlupine un petit peu parce que j'ai pas forcément les réponses à apporter aux ces personnes qui me posent des questions. Quand je leur parle effectivement on parle toujours des éleveurs en me disant mais si jamais les éleveurs en fait ne peuvent plus exercer leur métier, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur pâturage? Et en fait, je réponds, je dirais un petit peu avec candeur, qu'on pourrait transformer ces sols justement en des terres agricoles pour cultiver effectivement des céréales ou autre chose. Et j'ai des pendants qui me disent que non, ça n'est pas possible parce que ces terres-là ne sont pas fertilisables de la même façon. Est-ce que ça, vous pouvez apporter une réponse ou quelque chose qui pourrait orienter dans ce sens-là? Quelqu'un d'autre avant? Donc on fait une réponse tout de suite. Et réfléchissez à la question. Alors Elodie pourra peut-être compléter. Comme je l'ai souligné très rapidement, en fait, on n'est pas forcément obligé de convertir tous les espaces qui sont aujourd'hui utilisés par l'élevage en culture. Effectivement, il y a une partie aujourd'hui des zones qui sont pâturées qui ne sont pas aptes à être cultivées. Et c'est là, si on veut, que l'élevage fait le plus de sens, effectivement. Mais si on est dans une perspective de production à tout prix sur tous les espaces sur lesquels on peut produire, on peut aussi se dire que certains espaces ne bénéficient pas forcément de la mainmise de l'homme et qu'elles pourraient être laissées à la vie sauvage, à la biodiversité. Donc il y a une étude justement qui a été faite là-dessus. Elle envisageait, alors si je me souviens bien, en cas de réduction totale, enfin d'annulation de la consommation, de la production animale, on aurait besoin seulement, alors je ne sais pas si Elodie tu as les chiffres en tête, mais d'une petite partie en fait, de convertir une petite partie des sols qui sont aujourd'hui utilisés pour la production animale en culture. Tout le reste, je crois que c'est même 80% de ce qui est aujourd'hui utilisé pour la production animale pourrait être utilisé soit pour des agrocarburants si ce sont effectivement des zones cultivables. Voilà, on prend aucune solution, mais pourrait aussi être utilisé. Non, pas cette étude. Enfin, bref. J'ai répondu à peu près. Partiellement, peut-être Elodie, si tu as quelque chose à rajouter. Vous voulez intégrer quelque chose? En fait, c'est vrai que dans l'attachement au modèle actuel, il y a un attachement à certains aliments, mais il y a aussi un attachement à certains types de paysages. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de paysages ruraux qui sont marqués par l'élevage. Au Moyen-Âge, la France, elle était couverte de forêts, par exemple. Donc c'est sûr que dans un monde
où on mangerait beaucoup moins de viande, ben, les paysages changeraient. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Mais quand même, alors je ne sais pas de quelle manière ça s'applique à la France, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de spécialistes de la biodiversité. Je l'ai mis sur une diapo. Hop, Half Earth Project, qui considère qu'il faudrait réserver la moitié des surfaces de la Terre à la vie sauvage si on voulait sauver la biodiversité. Donc c'est vrai que cette appropriation des terres dans tous les sens, que ce soit pour l'élevage, pour l'artificialisation, enfin pour l'extension des villes, des zones urbaines, c'est très préjudiciable en fait. Et il faut aussi qu'on arrive à avoir d'autres imaginaires et se dire, ben oui, peut-être qu'on va aller, je sais pas, en Franche-Comté, puis ce sera plus tout à fait les mêmes paysages. Voilà. Allez-y. Et deux autres aussi, Yana. Oui, en fait, c'était pour répondre à la dame. Je ne me souviens plus dans quelle diapositive vous aviez montré que, je ne sais plus, c'était 80% des animaux étaient élevés en intérieur. Donc j'ai l'impression que la partie des animaux élevés en élevage extérieur est très très faible en fait. Donc en fait, ça ne supprime pas des... Il y a des terrains qui sont, je le vois parce que je me renseigne beaucoup, il y a des terrains en fait qui sont utilisés pour justement de grands hangars finalement, où il y a des animaux dedans qui sont élevés. Et ma question, parce que c'est des questions qu'on me pose moi, en me disant mais oui, mais ces éleveurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'une fois qu'il n'y a plus ces terres-là, pour qu'ils puissent élever leurs animaux, comment en fait leur prodiguer ou leur proposer une conversion? Parce qu'en fait, je dirais que naïvement, on pourrait leur dire, bah, écoutez, les terrains que vous avez qu'à les cultiver pour en faire des céréales ou autre chose, qui serviront directement aux humains. Mais de ce que j'ai pu lire, apparemment, effectivement, toutes ces terres-là, malheureusement, qui sont exploitées par soit des animaux qui sont en élevage, ou alors des animaux qui sont sous hangar, qui ne pâturent pas forcément, ne peuvent pas être je dirais, rendus fertiles pour Je vais vous apporter quelques éléments complémentaires. En fait, on a des petits morceaux de réponse, on n'a pas une réponse complète. Donc dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Révolution végane, je me suis posé ces questions-là. On n'a pas de réponse totale. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que dans le rapport AFTER 2050, c'est un rapport dans lequel on divise par 2 la consommation de protéines animales en France. On arrive à créer 125 000 emplois en équivalent temps plein dans l'agriculture, en allant beaucoup plus vers des productions bio, des petites structures qui créent plus d'emplois. Donc rien n'empêche d'extrapoler ça à un modèle où on irait encore plus loin. Pour ce qui est de l'utilisation des surfaces agricoles, c'est vrai qu'il y a des surfaces de montagne qui ne sont pas forcément convertibles pour le maraîchage, par exemple. Mais il semble, encore une fois, qu'on a beaucoup spécialisé les régions agricoles de la France. Et par exemple, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de régions agricoles où on produisait, mais même des régions de montagne en altitude dans les Pyrénées, par exemple, où on produisait des légumineuses. Donc rien n'empêche d'imaginer vraiment d'autres modèles. Alors c'est vrai qu'il y aurait peut-être certaines régions d'altitude qui seraient impropres au maraîchage ou à la culture de légumineuses, mais pour une grande partie du territoire de la France, on pourrait tout à fait imaginer des conversions. D'autres questions? Sinon, on a aussi des questions qu'on a fait poser par des internautes qui étaient intéressés à la conférence, qui sont peut-être là ou pas. Donc voilà, je vois une dame. Une autre, donc il y en a 2. Et sinon, on aura d'autres questions posées par des internautes. C'était qui? Par là. Voilà. Bonjour, vous êtes passé un petit peu rapidement sur l'échec finalement des votes à l'Assemblée nationale l'année dernière à propos de la baisse de l'alimentation carnée. Pour aller justement dans le sens de la question que vous vous posiez, j'ai quand même l'impression qu'en France il y a des lobbies très forts. À quel moment, j'ai vu la liste des 5 partis qui ont repris vos propositions, mais j'en vois aucun qui est en état de diriger le pays un jour, voire l'Europe. À quel moment on se pose les questions politiques autrement? Est-ce qu'il faut toujours être politiquement correct? J'ai l'impression que ça va plus suffire. Merci. C'était aussi pour rebondir du coup à la question de la dame. Je ne sais pas si vous avez si vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle méthode de solution qui est en train de s'installer, de se créer, qui est la permaculture.
Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça pourrait être une solution pour les agriculteurs qui vont se reconvertir par la suite. Merci. Une troisième au cas où? Non? On répond aux deux. Alors, pour ce qui est de notre campagne politique, on a eu un silence assourdissant de la part de tous les grands partis. Donc c'est vrai qu'on est content d'être soutenu par quand même 2 partis qui auront un certain nombre de députés au Parlement européen, avec qui on va pouvoir travailler. C'est sûr que pour le moment, le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. Il faut sans doute inventer d'autres moyens d'action. C'est sûr que les luttes climatiques, maintenant, elles vont beaucoup plus vers des blocages, de l'action directe, en faisant le bilan de 20 ans où les actions militantes, ça consistait à demander des choses aux gens qui nous gouvernent à travers des pétitions, des manifs. Et en fait, les gens qui nous gouvernent ne veulent pas que les politiques aillent dans le sens qu'on demande. Parce qu'effectivement, les gens qui gouvernent la France, ils sont très liés au lobby de la viande, du lait, de la chasse. Tout à fait d'accord avec vous. Après, on essaie d'actionner tous les leviers qui sont à notre disposition en tant qu'association. Donc il y a le levier économique. C'est sans doute le plus efficace actuellement. Il y a le levier politique. On constate que par rapport au présidentiel de 2017, on est déjà beaucoup plus soutenu. On a déjà beaucoup plus de succès. Ce qui est important, c'est aussi que tous les gens qui sont ici, tous les gens pour qui ces sujets sont importants, ils votent pour ces listes-là. Et peut-être que ça peut faire une différence aussi. Malheureusement, on n'a pas forcément une réponse 100% satisfaisante sur ce sujet. Je peux rajouter un élément si vous voulez. Dans la conférence précédente, en février, le 2 février, qui est en ligne sur la page principale de la programmation, un intervenant, c'était Melvin Joss, qui est le fondateur de Convergence Animaux Politiques, un organisme qui est une asso qui inclut, ou plutôt laisse parler plein d'associations comme l'AVF avec des élus. Et ça permet de sensibiliser beaucoup. Allez voir le bout de conférence du 2 février concernant son intervention, parce qu'il explique comment parler aux permanences de vos élus, parce qu'ils ont des permanences. Et deuxième élément, il ne faut pas désespérer par rapport aux partis, parce que, par exemple, quand on parlait de la loi Cantine, c'était quelqu'un de la majorité qui l'a proposé contre l'avis du gouvernement, et certains de la majorité ont voté pour. Donc, au sein même des partis, il y a des personnes volontaristes, et si vous contactez vos élus ou donnez de la force aux associations qui, par CAP, Convergence Animaux Politiques, arrivent à intervenir et sensibiliser, parce qu'il y a un rendez-vous tous les trimestres avec des élus de par cette association, et l'AVF et d'autres participent, vous avez un levier très important. Il ne faut pas trop désespérer si un parti vous semble monolithique, parce qu'il y a des personnalités à l'intérieur, peu importe le bord politique en général, qui fait qu'il y a parfois de la marge. Donc, petite note d'optimisme, voilà. Question ? On peut répondre à quelques questions, oui, alors, des exemples des questions d'Internet. Oui, alors une question, c'était celle du miel, de l'apiculture. La question, c'était est-ce que consommer du miel est néfaste à la biodiversité ? Alors, il se trouve que c'est pas notre sujet principal d'expertise. Hein, mais heureusement qu'on a eu la question avant pour s'y mettre. En gros, aujourd'hui, la pollinisation des cultures, elle est essentiellement faite par des abeilles domestiques, mais aussi par une multitude d'insectes sauvages. Et il se trouve que les abeilles domestiques, c'est une espèce essentiellement qu'on développe en France. Elle vient en concurrence dans un monde aux ressources limitées, en fait. Les nouvelles espèces qu'on introduit viennent forcément en concurrence avec les espèces sauvages. C'est aussi le cas pour les abeilles, en fait. Donc, souvent, les abeilles les abeilles domestiques viennent un petit peu en concurrence en termes de ressources par rapport aux insectes sauvages.
Donc pas forcément une bonne chose l'apiculture, à modérer quand même, puisque ces différents insectes ont aussi des ressources différentes, se nourrissent de différentes cultures, de différentes fleurs. Donc il y a aussi une complémentarité qui peut se créer. Mais en général, le rapport est plutôt en défaveur des insectes sauvages en défaveur des insectes sauvages et en faveur des abeilles domestiques. Alors, c'est une deuxième question oui. d'Internet, ou si vous en avez une, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec... Attendez, comme ça on vous écoute bien, bien évidemment. Je crois qu'il ne faut pas faire la promotion de la processed food parce qu'il y a une vague de véganisme en ce moment, enfin depuis quelques années déjà. Et effectivement, des sociétés comme Fleury Michon, par exemple, font maintenant des saucisses véganes. Et moi, ça me gêne beaucoup parce que je sais que dans le bâtiment d'à côté, il y a encore des cochons qui se font exécuter par cette même société. Alors, qu'en pensez-vous? Et puis il y a aussi un petit truc, je suis végétarien depuis 23 ans, donc ovo-lacto, je précise. Je mange 2 douzaines d'œufs par an, je pense ne pas abuser. Et le lait, du lait de qualité bio, le petit truc en fait, je le suis par conviction parce que je pense qu'il faut une régulation du cheptel. Il y a 20 millions de bovins dans ce pays, ça ce sont les chiffres du Guardian il y a à peu près 15 ans. Le plus grand cheptel d'Europe, c'est énorme, c'est une vache pour 3 habitants. Et comme il faut une régulation, il faudrait arriver à un cheptel, l'idéal ce serait 6 à 7 millions, avec fabrication de lait, de produits laitiers non processed food, hein, parce que vous avez des produits laitiers chez Picard dans les sauces qui accompagnent la viande et tout ça. Ça, c'est du gâchis, c'est complètement insensé. Mais par contre, qu'il y ait du fromage végétarien, suitable for vegetarians, c'est-à-dire avec du rennet végétal. Et ça, en France, on n'en a pas. C'est très grave. Ou alors, on en a, oui, mais c'est du fromage industriel, président et tout le truc, quoi. Et je pense qu'il faudrait agir sur ça. Et puis aussi, ne pas considérer le bovin comme un cheptel, enfin comme un livestock, c'est-à-dire du bétail sur pied. Parce que j'ai discuté avec des véganes et ça me gêne un peu, même si j'ai aucun problème avec le véganisme, hein, on est à peu près de la même famille, mais il y a un petit problème. J'ai entendu un végane très connu qui a créé du bouquin. Bon, et une fois, on a eu une discussion et il m'a sorti qu'effectivement, lui, il était pour la disparition du cheptel bovin, parce que en fait, c'était inventé, c'est en fait assez récent. Effectivement, c'est vulgairement considéré comme du livestock, c'est-à-dire du bétail sur pied qui est destiné à être exécuté, engraissé et exécuté. Et ça me gêne parce qu'un animal aussi beau qu'une vache, qu'un bovin, qui nous donne du bon lait, si c'est produit dans de bonnes conditions, du bon fromage, peut en fait avoir un bien fondé, parce que bon, si il n'y a pas utilisation par le lait et par les produits laitiers, on ne va pas les relâcher dans la forêt, il n'y aura personne pour s'en occuper. Donc c'est pour ça que je suis ovo-lacto, et voilà. Mais le truc de l'industrialisation et de la processed food par Fleury Michon et d'autres, ça me gêne énormément. Voilà. Merci. Une deuxième question. On en fait 2 parce que l'était assez conséquente, la première. Oui, bonjour à tous. Alors moi, en fait, j'avais pas de question, mais je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc en fait, moi, je suis végane depuis 12 ans. Donc c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et en fait, je suis pas forcément venue pour parler de moi, ni de ma vie privée. Mais j'avais envie vraiment de rebondir sur ce que vous dites. En fait, je vis avec un carnivore. On forme une famille qui est mixte. Il a 2 enfants d'un premier mariage, et donc les enfants sont carnivores. Il se trouve qu'une semaine sur 2, ils vivent à la maison. Et ben donc, au lieu d'acheter des saucisses Herta pleines de porc, on achète des saucisses Herta végétariennes. Alors oui, c'est pas terrible, il y a des œufs, mais c'est bien mieux que d'acheter des saucisses à base de porc. Et les enfants, en fait, on les arnaque, ça fait plusieurs années qu'ils mangent ça. Et en fait, ils se rendent pas compte. Quand ils veulent des hot dogs, et ben hop, on fait un hot dog avec des knackis. Les steaks, pareil, c'est des faux steaks. Alors oui, c'est pas parfait, mais c'est des outils qui nous permettent de faciliter la vie du quotidien, de réduire la viande. Et ben, ces enfants carnivores, et ben, ils mangent plus de viande quand ils sont chez nous, ils se rendent pas compte. Et ça, sans Herta,
eh ben, ça ne serait pas possible. Si, mais vous pouvez le faire vous-même. Bah non, parce que c'est pas le même goût. Et les enfants qui sont... Bah non, parce que les saucisses... autrefois, on achetait plein de saucisses véganes qui ne... Autrefois, on achetait plein de saucisses véganes, mais les goûts n'étaient pas les mêmes. Et il se trouve que malheureusement, Herta et Fleury Michon, ils ont fait des simili-carnets qui, en tout cas pour les enfants, si on n'arrive pas à les convaincre, eh ben, ça marche très bien. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose qu'on en trouve, et en plus de plus en plus de carnivores qui sont flexitariens, eh ben, les achètent peut-être à la place d'acheter une autre saucisse, et tout ce qui est gagné, c'est du gagné. Donc, moi je pense que c'est très bien. Les réponses. Merci. Petite réponse sur le lait. Alors ça vous intéressera de savoir que le premier numéro de notre revue Virage, qui s'appelle maintenant Virage, porte sur le lait, les produits laitiers, et sur les vaches et les veaux. Et en fait, les vaches, elles ne nous donnent pas le lait. Les vaches, on les insémine chaque année. Elles donnent naissance à un veau. On leur enlève le veau. Chaque année, ça crée beaucoup de souffrance chez le petit, chez la maman. On les traite, on leur prend du lait. Voilà, elles vivent à peu près 5 ans. Et puis, on les envoie à l'abattoir. Et puis, les petits, on les envoie à l'abattoir tout de suite. Est-ce que l'AVF valorise la consommation de produits laitiers ? Ben non, bien sûr. Parce qu'on n'en a pas besoin, parce que ça crée beaucoup de souffrance animale de produire du lait, parce que c'est un système économique qui est complètement fou, parce que sur le plan écologique, c'est aussi quelque chose de néfaste. Est-ce que je sais pas, juste pour nous, le plaisir de se dire, ah bah tiens, les races de vaches qu'on a créées, on va continuer à les voir exister, est-ce qu'on a le droit de faire naître des êtres sensibles, de les exploiter, de les mettre à mort? Nous, notre réponse, bah, c'est que non, voilà. Donc c'est la réponse qu'on apporte. Et pour ce qui est de l'industrialisation des produits véganes, bah, en fait, pour nous, il y a le monde idéal. Le monde idéal, c'est un monde dans lequel il y a plein de petites fermes bio en permaculture qui font de l'agriculture végane. C'est un monde dans lequel on ne se fait pas la guerre, on consomme beaucoup moins, on est tous très heureux, on s'aime beaucoup. Et puis il y a le monde dans lequel on vit. Alors il y a des grosses entreprises comme Herta, Fleury Michon. Est-ce qu'on préfère que Herta, Fleury Michon continue à faire 100% de produits animaux ? Ou est-ce qu'on préfère que Herta, Fleury Michon fasse, mettons, 50% de produits animaux, 50% de produits végétaux ? Bah, clairement, toute la part de la production qui va vers le végétal, c'est des millions, voire des milliards de vies animales qui sont épargnées, c'est beaucoup de pollution qui sont épargnées. Donc nous, on encourage ça. Voilà, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Une autre question, sinon on fait une deuxième question d'Internet, peut-être en interne. Donc qui? Un? D'autres? Bonjour. Je me posais la question, c'est la première fois que je viens à un événement de l'Association végétarienne de France. Et je voulais juste savoir si vous accompagnez le développement des restaurants véganes et végétariens. Parce que je pense que ça a forcément un impact pour la société d'avoir ce genre d'initiatives économiques qui ont justement un impact positif qui a un lien direct avec ce que vous êtes justement en train de promouvoir. Merci. Quelqu'un d'autre avant, peut-être? Non, il y a une autre question. Il y avait quelqu'un par là. Ah bah voilà. Ne vous cachez pas, hein. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle surface agricole il faudrait avoir pour nourrir une personne en bassin parisien, par exemple, qui serait 100% végane, enfin uniquement alimentation végétale, voilà, pour une année. Ou bien je réponds pour les restos. Tu peux remonter sur scène éventuellement. Pour les restos, 100% d'accord avec vous. En fait, on est limité par nos ressources humaines. Maintenant, on a 8 salariés, on aimerait bien en avoir beaucoup plus et on pourrait faire beaucoup plus de choses.
Donc comme on est limité, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on essaie de faire changer les chaînes de restaurants. Par exemple, en ce moment, on travaille avec Autogrill. C'est une chaîne qui se trouve sur les stations-service pour qu'ils développent une offre végétarienne et végane. Et en fait, tout à fait d'accord avec vous, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens de le faire. C'est vraiment des questions d'allocation des ressources. Oui, alors malheureusement, je n'ai pas la réponse directe à votre question. C'est une question assez délicate. J'ai pas eu connaissance d'études spécifiques qui montrent, qui débouchent sur un chiffre en termes de surface nécessaire. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, bien sûr, une alimentation complètement végétarienne, végétalienne nécessite beaucoup moins de surface, de l'ordre de 7 fois moins qu'une alimentation carnée. Mais voilà, tout dépend de comment sont produits les aliments, qu'est-ce qu'on mange. Voilà, c'est assez délicat. J'ai pas de réponse précise, désolée. Excusez-moi, moi j'ai pas non plus de réponse, mais je vais quand même dire une chose. J'avais lu un livre en fait sur un ingénieur qui proposait d'utiliser aussi des excréments animaux pour fertiliser. Et en fait, il proposait, il avait cette approche en fait de voir sur quelle surface on pourrait utiliser pour avoir un régime alimentaire complet. Et le régime alimentaire qu'il avait choisi, c'était le régime végétarien ovo-lacté en fait. Et donc à partir de là, j'avais fait un calcul à partir juste des surfaces, parce qu'en fait dans la surface agricole, il y a les surfaces utilisées pour les animaux, pour les prairies, etc. Et les surfaces qui sont pour les cultures en fait. Et juste avec la surface sur les cultures, en faisant le petit calcul, j'avais trouvé qu'on pouvait nourrir 45 milliards d'habitants. Donc c'était complètement impressionnant en fait comme chiffre. Voilà. Donc oui, je pense qu'effectivement, on pourrait nourrir beaucoup plus de gens si on se nourrissait. Voilà. En l'occurrence là, c'était régime ovo-lacté. Voilà. Après, on peut aussi regarder les rendements des céréales, quoi. C'est-à-dire, on sait que sur 1 hectare en conventionnel, en tout cas en France, on arrive à des rendements qui sont énormes, puisqu'on arrive à produire 10 tonnes de blé par hectare, quoi. Donc avec 10 tonnes de blé, en termes de calories, il faudrait faire le calcul, mais en termes de calories, je pense qu'on peut nourrir énormément de monde, quoi. Après, si on est en bio, faut réduire, faut diviser par 2. Enfin, je pense que les petits calculs, je les ai pas faits, donc je peux pas vous répondre, mais je pense qu'on arrive à des chiffres qui sont vraiment assez importants, quoi, en fait, en termes de potentialité. Merci. On aborde les questions d'Internet les deux avant des autres, parce qu'il faudrait les faire, vite fait. Et après, comme on a encore 12 minutes, ça devrait encore être bon pour quelques questions. Oui, une question aussi, c'était celle du soja. On parle beaucoup de l'impact du soja sur la destruction de la forêt amazonienne en particulier. Effectivement, le soja est une grosse source de déforestation. Mais la quasi-totalité de ce soja qui provient d'Amérique du Sud est destiné non pas à nourrir les humains, mais à nourrir les animaux d'élevage dans le monde. Donc il n'y a pas de problème en général. Il y a beaucoup de soja même qui est produit en France, du soja bio en particulier dans le sud-ouest de la France. Donc n'ayez crainte de provoquer la déforestation en mangeant votre tofu tous les jours. Donc ça c'était une question. Une autre question, c'était celle du fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui deviennent véganes par opposition à un système. Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut présenter la chose de manière positive et essayer d'enclencher une dynamique positive plutôt que une dynamique d'opposition. Voilà. Moi, je pense que le sujet de l'écologie, justement, permet d'être pas seulement dans une opposition, mais dans la construction d'un monde meilleur. Voilà, il y a plein de choses à construire, des agriculteurs à accompagner, des industries à accompagner, des entreprises, des restaurants. Et voilà,
c'est voir cette chose de manière positive, comme une solution à un monde en crise, plutôt que comme une opposition. Ce qui est logique, hein, au départ, être vegan, c'est s'opposer à la souffrance animale, à cette destruction planétaire, mais c'est aussi construire quelque chose de positif. Mais peut-être qu'Élodie, tu as une réponse un peu plus pertinente. Ben, en fait, c'est une question culturelle et c'est très variable d'un pays à un autre. Aux États-Unis, la plupart des gens qui vont vers une alimentation végétale le font pour des raisons de santé. Parce qu'en fait, l'alimentation végétale a une image très très bonne en matière de santé. Donc il y a vraiment, je sais pas moi, des gens comme Beyoncé, Bill Clinton qui disent en gros, je mange vegan, je suis en pleine forme. Donc c'est une autre façon de valoriser ce mode d'alimentation. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de la gastronomie, de la culture. Je pense que ça, c'est super important aussi. Quand on vit dans une ville comme Paris, il y a quand même toute une gastronomie végane qui est valorisée. Il y a quand même tout ce qui concerne la communauté, la culture, avec des événements comme le salon Veggie World ce week-end. Moi, je pense que c'est plus qu'une opposition, c'est aussi appartenir à une communauté porteuse de valeurs, et je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le concept de véganisme, il a 75 ans, il date de 1944. La définition du véganisme, c'est vivre en essayant de ne pas exploiter les animaux, donc c'est, je trouve, une définition très positive. Pour la transition, n'oubliez pas que Élodie en parle très 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 en détail dans son livre. On parle vraiment de politique de l'État, de reconversion et d'utilisation des sols, etc. Donc pour continuer sur la lignée de comment faire accepter le sujet, techniquement, encore plus que dans la conférence, peut-être vous pouvez le trouver dans le livre. Donc je vous le conseille vraiment. Bon, c'est un peu dans la suite de tout ça. Merci beaucoup pour votre présentation, vos réponses. C'est un peu, je me dis, ok, on a parlé de bien-être animal, on a parlé de reconversion des éleveurs, mais par exemple, là, si on dit, à partir de demain, on passe, peut-être pas à 100% vegan toute la planète, mais toute la France, on va dire, à moitié de viande, moitié de vegan, qu'est-ce qu'on va faire les animaux? Je ne vois pas, c'est juste que je ne vois pas qu'est-ce que les animaux vont faire, est-ce qu'on va s'en occuper, comment on va s'en occuper, est-ce que vous avez imaginé des scénarios ou comment ça peut se passer? La deuxième question, on va voir si c'est la dernière par rapport à la longueur des réponses aussi et de la question. Moi, je voudrais parler surtout de la communication. Moi, je suis vegan aussi depuis 1 an, et végétarien depuis 3 ans, et j'étais vraiment incarné. Pour mes 40 ans, j'ai fait un barbecue, c'était l'horreur, enfin bref. Et je suis très sportif, et depuis que je me suis mis au véganisme, je fais de la muscu, j'ai toujours continué à faire du sport. En fait, je vais beaucoup mieux, et je m'aperçois que les gens qui sont autour de moi, j'arrive plutôt dans le discours, bien sûr, je connais toute l'horreur qu'on fait aux animaux et l'impact que ça a sur la nature, mais surtout donner envie. Et si vous voulez un bon fromage, monsieur, les nouveaux affineurs, c'est des spécialistes du fromage végétal, et c'est aussi bon. 15 €, mais oui, il faut avoir de la thune, c'est sûr. On a encore un schéma, mais voilà, c'est ça. Mais d'accord. Je suis d'accord avec le prix, mais dans la communication, souvent, effectivement, au lieu de parler toujours de la souffrance de la planète, effectivement, ça nous touche tous, mais de donner envie, je pense que c'est un des meilleurs vecteurs dans la communication. Si moi j'invite des personnes, je leur fais bien à manger, finalement, ils changent leur point de vue, et à chaque fois que je parle avec quelqu'un, un bon vin, un bon fromage, un bon barbecue, si vous faites ça vegan, les gens ils apprécient parce qu'ils assimilent souvent la nourriture égale plaisir. Et souvent, vegan égale c'est chiant, c'est pas bon, tu manges des graines. Et donc le fait de dire que c'est bon chez moi, tu manges beaucoup, tu fais plaisir, on va se faire plaisir, c'est aussi peut-être une communication qu'il faut développer. C'est magnifique, c'était pas une question. Donc on a du temps, et merci. Et par rapport à ça, je voudrais savoir votre orientation sur le fait de développer cette image. Donc quelle est votre orientation pour développer cette image? Le prochain numéro de Virage, ce sera sur, en gros, je suis végane et j'en suis très fière, ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est important de développer cette communication. J'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais on a une équipe sportive à l'AVF et on va organiser une petite course à pied au mois de septembre. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer que, voilà, on est végé, on est en pleine forme, on fait du sport.
Pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'on va faire des animaux, en fait les animaux d'élevage, ils ont une vie mais qui est courte comme vous pouvez même pas imaginer. Les poulets, ils vivent 5 semaines. Donc ça veut dire que vous consommez pas, on arrête de faire naître ces animaux en fait. L'industrie de l'élevage, elle est très réactive. Donc vous arrêtez de consommer, on produit moins d'animaux, on en produit moins, on en produit moins, on en produit moins, tant qu'on va dans cette direction-là.